Salut à tous et bienvenue à l'épisode 52 avec les Lotos Soudal. Et évidemment, au moment où on commence cette année 2021, reviennent quelques souvenirs. God, help me. Oui, probablement le plus gros moment d'émotion de la saison pour moi, c'est clairement ce Paris-Nice. En fait, ce Paris-Nice sur lequel je rêvais, mais vraiment, de gagner avec Tige Benoît et où un miracle s'est accompli. Ensuite, il va y avoir cet épisode assez curieux de l'Amstel Gold Race qui va faire rater à Tim Wellens son quadruplé ardennais fantastique qu'il aurait eu sinon, hein, probablement, puisque derrière il va aller chercher la Flèche et Liège, emmené par un gros travail d'équipe. Donc ça, c'était pour clore les classiques, la période des classiques de printemps. Et puis après, on va avoir une autre phase dans cette saison, c'est la révélation Mézek. Mézek qui va d'abord aller à la grande surprise de tout le monde aller chercher un, un tour de Romandie, assez facilement en plus, le pire. Et ensuite, dans la foulée, finalement se retrouver compétitif face à notamment Nibali, face à Geraint Thomas sur un Giro qui va se jouer à un cheveu, vraiment, avec comme ça quelques secondes d'avance à peine au matin de la 20e étape, où du coup je vais être obligé de vraiment particulièrement réfléchir à la stratégie, et puis même utiliser à des moments des petits coups de filou. On va voir là que c'est un moment qui est assez déterminant, où on va en fait s'amuser à faire lâcher mes ecs. Là je faisais une petite tentative, et puis juste après on va le faire pour de bon. En fait, Nibali a été vigilant, et Thomas, du coup, va se retrouver à devoir boucher un trou. Et on va voir qu'à l'arrivée, il y avait Thibaut Pinot aussi qui était dans le top 5, hein. À l'arrivée, ça va se payer cher, puisque nous, on a aussi un gros soutien avec mes ex, c'était Bourman, évidemment, et même Omen. Alors, donc, ce Giro étant, avec voilà, un petit plaisir personnel de dépasser Nibali sur la ligne, donc avènement d'un champion, hein, je crois que le mot est justifié. Ça tombe plutôt pas mal parce qu'on va en avoir besoin de mes aigles dans cette saison-là. Et vous vous souvenez, à l'époque, je me posais 2-3 questions sur le futur par rapport aux grimpeurs. Bon, on voit que les choses ont évolué depuis, hein. Il y a des décisions qui seront prises, mais on en reparlera. Alors après, sur le Tour de France, honnêtement, au départ, je pensais à Bourman. Et puis après, je me suis dit, est-ce que Mézec, finalement, pourrait peut-être rivaliser? Et puis, il s'est passé quelque chose. Bon, à la limite, sur l'étape comme ça, qui comporte des pavés, c'est assez normal que Tige Benoît aille se signaler, avec notamment un top 10 pour Froome, hein, sur cette étape-là. Donc attention, hein, il est pas venu en sandales, hein. Et puis derrière, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, on va s'accrocher à ce maillot jaune. On va s'y accrocher tellement que sur chaque étape comme ça, qui est plutôt dévolue au puncher, on va réussir à mettre des petits écarts comme ça. Les petites secondes, les dizaines de secondes vont s'ajouter les unes aux autres. Et la cerise sur le gâteau pour cette première semaine, c'est que en plus, on va gagner le contre-la-montre par équipe, parce qu'on avait emmené une équipe qui était relativement solide à ce niveau-là. Et puis dans la foulée, eh bien, comme il y a beaucoup d'arrivées au sommet qui vont se succéder, ça va être une lutte un peu de chaque instant. Alors, un coup c'est Benoît qui termine devant Froome, un coup c'est Froome qui termine devant Benoît, tout en, évidemment, n'oubliant jamais d'essayer d'enfoncer le clou dès que possible. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, cette arrivée à la côte de Mende, là, elle est particulièrement bonne pour nous.
Et puis on en arrive comme ça, voilà, à des moments cruciaux que peuvent être l'arrivée comme ça à la Toussuire, où on va mettre un écart à Froome, et avec ensuite la seule nécessité qui est de ne pas craquer à l'Alpe d'Huez. Donc tout ça va nous emmener vers un exploit retentissant qui par contre n'aura pas du tout de suite au niveau de la Vuelta, où on va échouer, allez, je vais pas dire lamentablement parce qu'on a pris quelques étapes et qu'après tout on peut aussi laisser de la gagne à d'autres, mais, euh, mais honnêtement c'est une Vuelta qui était un peu décevante. Le seul motif de satisfaction, c'est que c'est Thibaut Pinot qui l'a gagné, et donc c'est un coureur que j'apprécie. Et puis dans la foulée, voilà, on conclura l'année avec un petit doublé, rien que ça, pour Tige Benoît qui vient boucler une année phénoménale puisqu'il va être champion du monde pour la deuxième année consécutive. Et il va prendre aussi le Tour de Lombardie pour la deuxième année consécutive, mais cette fois-ci sur un parcours différent. C'était le parcours de la 110e édition, le parcours spécial 2016. Il est beau ce parcours, hein, il est beau, il est vraiment super intéressant. Donc l'idée c'est que pour 2021, j'ai commencé par installer pas mal de variants. Ensuite, on fera un petit point sur quelques évolutions de notes de certains coureurs. Ensuite, il va falloir aborder la question, déjà se projeter sur la suite parce que on va manquer d'argent pour prolonger tout le monde, il va falloir réfléchir. Et puis ensuite, je vous dirai un petit peu quels sont les objectifs de l'année, comment est-ce qu'on va répartir un petit peu nos forces. Euh, pour commencer, on a choisi Giro 2016 et le parcours 2013 pour le Tour de France et pour la Vuelta. J'ai aussi installé un Paris-Nice 2014, Tirreno 2010. Je ne cache pas qu'il y a une petite idée derrière la tête. Un Tour de Catalogne 2017, ça c'est principalement parce qu'il comporte ce contre-la-montre par équipe de 40 km que je trouve très beau. Tour du Pays Basque 2015 qui est très difficile, c'est intéressant. Puis ensuite, voilà, Tour de Romandie, Dauphiné 2015, ça c'est pour vraiment pour mettre de la difficulté, pour avoir des jolis parcours. Suisse et Benelux 2014. Et puis on verra si on a quelque chose à faire du côté du Tour de Pologne 2011, qui était là aussi plutôt joli. Donc bon, du côté des classiques, j'ai choisi le Gant Wevelgem 2013, le GPE3 également de la même année. Le Tour de Lombardie, on va rester sur le parcours actuel, hein. On a fait un petit tour en 2016, là, la saison précédente, mais on va revenir sur le classique. Championnat du monde, ce sera à Valkenburg, et donc ça nous fait un lien tout à fait naturel avec l'Amstel, puisque ce sera une fin qui ressemble tout à fait. Ensuite, les progressions. On voit que Tige Benoît, il a progressé. Wellens a un petit peu moins progressé. Mais tout ça est très satisfaisant parce que ça permet quand même de viser beaucoup de choses. Les notes sont excellentes. Les profils de coureurs sont vraiment énormes. Wout van Aert aurait pu progresser plus, mais il y a eu une horrible blessure sur une phase où, avec l'accumulation de travail, il aurait progressé. Donc c'est un petit peu regrettable. Peut-être que c'est un peu partie remise. Et Michael Matthews, par contre, on voit bien, et oui, hein, il devait pas avoir le potentiel pour progresser. Là, donc je n'ai rien à signaler. Et par contre, énorme progression pour Mark Hirschi. Alors Hirschi, c'est probablement le coureur qui a le plus progressé, ainsi que Mezek. Mezek qui, on l'a vu juste avant dans l'introduction, là, a signé son premier doublé Romandie Giro l'année précédente. S'annonce énorme. Il s'annonce énorme. Et un Van Aok que je croyais pas mal, et ben finalement, et il n'a pas tant progressé que ça, et peut-être que ça va s'avérer être une forme de déception. C'est pas grave. Et puis voilà, les enjeux en termes de contrat, là, ça va être terrible, hein, parce qu'au 1er août 2021, nous n'aurons que 6 coureurs sous contrat pour l'année suivante. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire beaucoup de choix parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu de très bons résultats et on gardera les meilleurs, hein. On gardera les meilleurs ou ceux sur lesquels on peut fonder le plus d'espoir pour la suite, bien évidemment. Après, j'ai sélectionné 7 étapes cruciales par rapport au Giro 2016. On voit notamment qu'il y a à l'étape 9 et l'étape 15
des contre-la-montre individuels qui sont vraiment destinés à Mézec, tout simplement. À Mézec, hein. Donc on subodore là qu'il va falloir l'envoyer, hein, très bien soutenu, bien évidemment. Quelques étapes vraiment belles, notamment l'étape 20 qui est assez monstrueuse, avec le col de la Bonnette et la Lombarde. Pour ce qui est du Tour de France, il démarre en Corse, hein, évidemment, hein, Tour de France 2013. Il y a des étapes cruciales, mais on voit que ça va tourner beaucoup autour du contre-la-montre. Et j'ai repéré en bas à droite là 5 étapes, 5 étapes pardon, qui sont totalement accessibles à un Benoît, à un Wellens. Voilà, pour aller chercher de la victoire d'étape, c'est faisable. En revanche, pour aller gagner, ce sera pas cette année. Ce sera pas cette année pour Benoît et Wellens. Ce sera plutôt Mézec, là encore, qu'on va privilégier. Donc oui, c'est énorme. Le mec a 23 ans. Il va viser un doublé Giro Tour de France, mais il va être copieusement soutenu. Et puis on va aussi aller faire un petit focus là sur la Vuelta 2013, parce que finalement cette Vuelta c'est le seul grand tour qu'on n'a pas gagné. Alors là, c'est très très classique. C'est-à-dire que par exemple, il y a du CLM par équipe à l'étape 1, il y a 2 et 3 qui terminent avec une bonne petite bosse là, même la 4 on voit pas bien, mais en fait il y a une petite bosse d'arrivée relativement classique. Ensuite, une côte, hein, plus qu'une bosse, pardon. Ensuite, l'étape 8, pareil, hein, un peu le mur classique d'arrivée, mini-mur étape 9, et on commence à aller dans la montagne à l'étape 10, qui va être vraiment costaud. L'étape 11 étant un CLM qui, là encore, s'adresse à des spécialistes. On voit également que l'étape 14, 15, 16, les étapes 14, 15, 16, 18 vont être encore déterminantes, mais on n'est que sur de l'arrivée en côte, hein. On n'est pas sur de l'arrivée après une descente, hein, donc attention. C'est pas les contextes les plus favorables. Et puis il y aura évidemment l'étape reine, c'est l'étape numéro 20 avec le fameux Angliru. Voilà, donc c'est assez phénoménal avec des pentes jamais, jamais vues jusque-là, alors à ce moment-là de la Vuelta 2013. Je pense à Bourgman, mais j'enverrai Benoît pour aller chercher de la victoire d'étape. Bon. Et puis de toute façon, de manière générale, là, cette année 2021, c'est une année sur laquelle je veux vraiment qu'on soit compétitif sur toutes les épreuves World Tour. Voilà. Mais évidemment, s'il faut choisir dans l'ordre, c'est les monuments et les grands tours en premier, les, et les tours World Tour, ainsi que les classiques Gand Wevelgem, GPE3, etc., Flèche, Amstel, Saint-Sébastien en deuxième. Voilà. Je pense qu'on va notamment envoyer un Matthews. J'hésite encore entre la Vuelta sur la troisième partie de saison ou les classiques. Sinon, c'est Bettiol qui va être missionné. Et vous verrez, on enverra également Wellens essayer de glaner Plouet et les Canadiennes. Voilà, parce qu'il sera en préparation de son championnat du monde, où ce sera lui qui sera privilégié cette année, puisque Benoît ira sur la Vuelta. Benoît d'ailleurs, je vais essayer de lui ajuster un pic entre le 1er et le 21 avril au soir, 1er avril au matin, ce serait idéal. Et je vais aussi faire l'impasse sur le début de saison australien, parce que je vise vraiment d'autres choses. J'ai envie que Matthews soit très fort à d'autres endroits. Ensuite, les grimpeurs, j'en ai déjà plus ou moins parlé, hein. Nos objectifs vont être assez clairs. Et oui, Van Aert, Degenkolb seront dédiés à Benoît sur Roubaix, qui est un de mes objectifs majeurs de la saison. Je veux Paris-Roubaix cette année. Et par ailleurs, du coup, le début de saison sera assuré parce qu'il faut quand même bien trouver des têtes d'affiche.
Ce seront Bettiol et Debussole qui seront missionnés pour essayer d'aller glaner quelques premières victoires avant d'aborder Paris-Nice et Tirreno, ainsi que Milan-San Remo. Mais tout de même, petit zoom par rapport à la préparation de Tish Benoît, parce que celle-là, par contre, elle doit pas être laissée au hasard. Il faut qu'il ait son pic impérativement le 1er avril, et d'après mes calculs, il arrivera à 100,1 le 1er avril au matin, ce qui nous assure, ça c'est sa courbe de préparation, mais on voit qu'elle est pas trop mauvaise. Ça nous assurera donc un pic de forme entre Tour des Flandres et Liège inclus. Les deux seront inclus. Alors on va quand même pas se quitter sans jouer un peu. Donc il y a une course qui m'intéresse pas mal en ce début de saison, c'est le fameux Het Nieuwsblad là, qui s'appelle Home Loop dans le jeu. J'ai personne qui est sous pic de forme, mais j'ai quand même emmené pas mal de Flandriens. Et puis, je crois que j'ai plutôt pas mal fait parce qu'en face, il y a une énorme concurrence. Tout le monde est là. Après, ils ne sont pas non plus, à mon avis, sous pic de forme. Tous les Stibar, Van Avermaet, Sagan et compagnie ne sont probablement pas sous pic de forme. C'est comme Benoît, c'est comme Van Aert. Mais bon, ça ne nous empêche quand même pas d'essayer d'être présent. On voit qu'il y a beaucoup de Bahreïn Merida à l'avance et de BMC. On peut les confondre un petit peu avec la boue là qui se généralise puisque le temps est totalement dégueulasse et c'est très bien ainsi, hein, puisque en février en Belgique on s'attend pas tout à fait à autre chose. Et donc énorme travail. En fait je vais attaquer sur chaque secteur pavé. Chaque secteur pavé, il n'y en a pas non plus des masses. C'est pas Paris-Roubaix. Hein. On va attaquer sur chaque secteur pavé, quitte à épuiser un petit peu tout le monde. Alors j'ai deux options en tête. La première, c'est emmener au sprint avec du Bettiol qui emmène Debussole et qui emmène lui-même Degenkolb, voire même avec un Benoît dans la roue, parce qu'on a vu qu'en fait Benoît était capable de se faire emmener par Degenkolb, ce qui paraît assez incroyable. Il avait déjà gagné des courses comme ça en fait, hein, sur Paris-Nice notamment de l'année précédente. Et l'idée c'est que bon évidemment on va épuiser cette première option parce que les mecs sont pas en forme, hein, tout simplement. Et on a beaucoup de formes du jour assez négatives, mais je m'en fiche un peu parce que le principal coureur c'est le champion du monde et lui par contre il a une forme positive. Donc à partir de là, on est sur une option assez évidente, prise de roue de Peter Sagan. Et là il y a un moment où je veux attaquer. Regardez, j'étais parti pour attaquer et c'est marrant parce qu'il y a Daniel Haas et Zdenek Stibar. Je voulais placer un contre en fait. Et ils ont attaqué au même moment, ce qui fait que du coup je me contente de suivre la roue de Stibar. Très intéressant Stibar à suivre parce que il a des caractéristiques excellentes, mais qui restent tout de même légèrement inférieures à Benoît, donc il ne lui fait pas trop mal lorsqu'il le suit. Et je vais décider de lancer le sprint parce que sinon ça revient derrière et on risque de se faire avoir. Déjà qu'on a réussi à éliminer les sprinters, c'est pas pour se faire coiffer au poteau. Et donc, en fait, plus personne n'ayant d'énergie, c'est Benoît qui va terminer avec son petit résidu de barre jaune. Donc, il va remporter ce Het Nieuwsblad là. Ça fait bien plaisir parce que c'est une course qu'on n'avait pas du tout remportée jusque-là. On avait fait placer, je pense. On avait Debussole la première année ou la deuxième année. Il y avait eu une petite performance sympa, mais là, la victoire, elle fait bien plaisir. D'autant plus que, hein, dis-moi devant qui tu gagnes, je te dirai qui tu es. Quand on voit les mecs qui sont top 10 ou top 15 de cette course-là, on voit que c'était pas une course à 2 francs 6 sous. Donc, à partir de là, je décide d'enchaîner à Kuurne. Kuurne, Bruxelles, Kuurne, c'est le lendemain. Alors, Benoît, pour des histoires de nombre de jours de course, ne fait pas partie de l'équipe. On va la jouer différemment parce que de toute façon, ce profil-là, il y a tout lieu de penser que ça nous amène au sprint en fait. Ça nous amène au sprint. Du coup, j'essaie quand même de faire un petit peu des différences sur les secteurs pavés. On voit d'ailleurs à un moment donné Wallace qui s'échappe avec Degenkolb, mais aucune illusion, ça sert strictement à rien. On va surtout pas faire rouler Degenkolb, ce serait une stupidité totale vu le nombre de kilomètres qui restent à parcourir.
À partir de là, il y a regroupement évidemment. Par contre, on peut jouer un petit peu sur l'endurance parce que c'est une course qui fait 200 km et où il y a possibilité d'épuiser pas mal de monde, surtout en ce début de saison où les formes, même des Flandriens, ne sont pas optimales. On a toujours du Sagan, on a toujours des gens qui sont bien bien présents, hein. Donc c'est un vrai défi. Bon après, voilà, je pense plus à des sprinters quand même pour venir essayer de semer le trouble. On voit que là, il y a une attaque de Flandriens à laquelle on ne riposte pas autrement qu'avec un Van Aert qui emmène Bettiol, qui lui-même emmène De Bussole et qui lui-même emmène Degenkolb. On est parti pour essayer de jouer dans cet ordre-là. Et ben voilà, ben on est à 5 km de l'arrivée, ça va être le moment d'accélérer. On est fort curseur avec Bettiol, là, donc à 80, entre 95 et 99 en général, hein, dans ces situations-là. Attention à un sprinter dangereux, là, c'est Deby, là. Il est assez dangereux, flamme rouge. On va emmener John Degenkolb avec Debu, ah là 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 là, il y a Teuns. Teuns est présent et ça va se jouer vraiment coude à coude. Ça sera pour rien du tout. Victoire de Degenkolb, on se fait très très plaisir parce que j'ai un peu des regrets sur les résultats en fait hein, de Degenkolb l'année précédente, alors que c'est un coureur que j'apprécie tout particulièrement. Bah, du coup, voilà, bah, tiens, il signe une jolie entrée dans 2021 avec cette victoire sur Kurn. En plus, on a réussi, dans une certaine mesure, à écarter certains sprinters, mais on voit quand même que pas tous, hein, c'était pas du tout le même profil de course que la précédente. Donc voilà, assez logique finalement le déroulement de la course. Puis la victoire est plutôt, je sais pas, elle est de valeur, j'aime bien cette victoire-là. Après, j'ai été tenté par Abu Dhabi, cinquième et dernière étape, parce que Michael Matthews qui se prépare pour Paris-Nice, Michael Matthews n'avait que 17 secondes au général, et cette, cette côte finale, elle me plaît bien. Je me souviens avoir déjà joué cette étape-là, et puis on voit qu'en fait, on écrase la concurrence parce que ce soit Kras ou que ce soit même des Martino, ou que ce soit Storer, je ne sais plus. On fait un travail vraiment remarquable pour emmener Matthews, voilà, qui termine assez loin devant Demarchi notamment, hein, c'est un petit clin d'œil, qui s'était accroché à un moment donné, mais voilà, hein, rien à dire. Victoire très 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 nette de Michael Matthews, qui du coup, s'adjuge le général. Voilà, c'était ça mon petit pari du jour. Je voulais essayer de gagner à Abu Dhabi, mais en jouant que la 5e étape, donc c'est bon. Puis voilà, donc je vous dis à très très bientôt. On va rentrer dans le vif du sujet avec un enchaînement Strade Bianche, Paris-Nice, Tirreno Adriatico qui précède Milan-San Remo. Un enchaînement déjà où on a pas mal d'objectifs, puis vous l'avez compris, le défi là en 2021, c'est d'essayer de se retrouver en situation soit de gagner, soit d'être quand même très très bien placé dans un certain nombre de courses, World Tour, mais sans bénéficier nécessairement de pics de forme. Voilà, on se complique un peu les choses. C'est plus rigolo. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.